chers auditeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'électricité verte fait du Québec un chef de file dans la lutte au changement climatique. Alors, pour faire écho à la volonté gouvernementale d'électrifier les industries, le transport, les bâtiments pour atteindre notre cible à l'horizon 2030, mais aussi pour favoriser le développement économique, Hydro-Québec a rendu public son plan d'action, son plan stratégique 2020-2024 au mois de décembre dernier et affirme sa volonté d'être un leader dans la transition énergétique en utilisant le potentiel de notre électricité. Donc, pour nous en parler, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. David Murray, chef de l'exploitation et président d'Hydro-Québec Production. Alors, je vous lis sa biographie qui, vous allez voir, est très impressionnante. Alors, M. Murray est chef, bien sûr, depuis chef d'Hydro-Québec, chef d'exploitation et président d'Hydro-Québec depuis avril 2018. À ce titre, il assure l'arrimage des activités opérationnelles et des fonctions transversales qui exigent une vision globale de l'entreprise, soit l'amélioration continue, la santé et sécurité au travail, l'environnement, ainsi que l'exploitation et l'évolution des technologies de l'information et des communications. Il gère également les filiales qui commercialisent les innovations d'Hydro-Québec, de même que l'ensemble des activités de production, dont l'exploitation et la maintenance des installations, ainsi que la vente d'électricité et le courtage d'énergie sur les marchés de gros. M. Murray est entré chez Hydro-Québec en 2015 comme vice-président technologie de l'information et des communications. Un an plus tard, il a été nommé président d'Hydro-Québec Distribution. À ce titre, il a dirigé l'ensemble des activités liées à l'approvisionnement en électricité du marché québécois, à l'exploitation du réseau de distribution et à la prestation de services à la clientèle. Il possède plus de 20 ans d'expérience au sein de grandes entreprises. Avant de se joindre à Hydro-Québec, il a occupé de nouveaux postes de direction, de nombreux postes de direction stratégique chez Bombardier Aéronautique, où il a notamment participé à la mise sur pied de l'unité Bombardier Avions d'affaires. Auparavant, il a été à l'emploi de Flextronics, de Nortel Networks et de Rolls-Royce. Leader dynamique et mobilisateur, il a été au cœur de plusieurs transformations organisationnelles. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal en 1992. Il est gouverneur du mouvement Qualité de l'environnement, Qualité, québécois de la qualité, c'est pas qualité de l'environnement, mouvement québécois de la qualité, et siège au conseil d'administration de Centraide Grand Montréal ainsi que de l'Institut du cancer de Montréal. Quel parcours, M. Murray! Ouais, ça veut dire qu'on commence à vieillir, surtout. Donc, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. C'est vraiment un plaisir. À titre de chef d'exploitation et président d'Hydro-Québec Production, est-ce que tous les dossiers d'environnement relèvent de vous? Oui, effectivement. On a une belle équipe dans l'équipe de Lucie Dandois dans nos opérations qui suivent toutes les opérations, tout ce qui se passe au niveau environnemental, effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre vision sur l'environnement? En fait, c'est vraiment un moment excitant. En fait, on sait qu'Hydro-Québec, ça fait 75 ans qu'Hydro-Québec, on est au cœur de la transition énergétique, en fait, de l'environnement et de tout ce qui se passe au niveau de l'énergie. Puis on voit aujourd'hui qu'on arrive vraiment à une croisée des chemins, non seulement au Québec, mais au Canada, mais dans le monde, au niveau de tout ce qui est la gestion environnementale. Alors, ça nous offre des opportunités assez incroyables pour nous. Et on veut continuer à être chef de file dans cette démarche-là. Alors, pour nous, de continuer à travailler dans la vision d'entreprise, le plan stratégique qu'on vient de déployer, il allait de soi qu'on était pour être un joueur impliqué au niveau de l'environnement. Donc, on veut continuer, à exceller. On est dans une des stratégies, je pense, ça fait plusieurs années qu'on a 150 personnes à peu près chez Hydro-Québec. C'est peu connu. On l'oublie parfois. On allume la lumière, mais en arrière de ça, il y a tout un écosystème où on est impliqué dans les différents projets. Donc, continuer à exceller au niveau de l'environnement. Je pense que c'est important pour nous. On est un chef de file, puis on veut continuer à rester un chef de file. Deuxième chose, c'est saisir les opportunités, parce que les opportunités d'affaires au niveau environnemental, mais qui amènent aussi à développer le Québec. Je pense que c'est important, étant donné qu'on est positionné comme une ressource à 99,6 % verte. Je pense qu'on peut certainement attirer des entreprises à venir s'établir ici, donc qui joignent le côté environnemental, social et aussi le côté économique. Alors, on a vraiment tous les attributs pour réussir. On a déjà plusieurs succès déjà.
Puis, je pense que la dernière fois, j'en ai parlé un petit peu, mais je pense qu'on doit, en tant qu'équipe aussi, faire ressortir les choses qui sont produites au niveau de l'équipe d'environnement au quotidien. On ne se rend pas compte. On va parler de parfois des projets qui ont certains petits enjeux. C'est jamais simple pour Hydro-Québec de joindre l'économique, le social et l'environnemental. On travaille plus de 1000 projets par année chez Hydro-Québec. Il y a tellement de belles choses qui se fait présentement avec nos gens. Donc, je veux pousser à travers les médias sociaux nos équipes de communication à justement faire rayonner les belles choses qui se produisent présentement là, dans nos équipes. Donc, c'est un peu les trois axes qu'on est à développer là, dans le plan stratégique. Donc, votre plan stratégique fait écho à certains éléments du développement durable, vous diriez? Bien, c'est clair. C'est clair qu'on veut... on parle de toutes les opportunités qu'on peut travailler chez Hydro-Québec. Si je donne des exemples, d'attirer des centres de données pour développer le côté économique. C'est d'actualité, parler de tout ce qui est le Bitcoin présentement, donc d'attirer ces entreprises-là, parce que la réalité, c'est qu'on peut contribuer quand les gens viennent s'établir, les entreprises viennent s'établir ici. Chaque petit clic de souris qu'on fait ici au Québec, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des clics qui sont verts. On réalise pas ça à l'extérieur, mais on n'a pas cette chance-là à l'extérieur. Quand on conduit un véhicule, alors qu'Hydro-Québec, dans son plan stratégique, veut pousser à électrifier encore plus les véhicules en déployant des bornes, on a travaillé ça avec le gouvernement. Puis encore une fois, on peut être fier quand on conduit notre véhicule électrique, on est assis. L'électricité en arrière qui propulse le véhicule électrique, c'est fait à partir d'énergie verte. C'est pas partout la même chose soit dans le monde, dans les autres provinces. Donc, on a un avantage incroyable. Donc, notre plan stratégique est gagnant-gagnant. On est capable de joindre un côté économique, mais un côté où on peut contribuer non seulement ici au Québec, mais à l'extérieur du Québec, que ce soit, par exemple, avec nos exportations, qu'on puisse contribuer à réduire les GES un peu partout dans notre environnement. J'ai entendu ça aussi, vous savez, à la COP 25, les pays qui disent, mais nous, on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a pas une énergie verte. Hein? Leur électricité est faite à partir de charbon. Ouais. La transition énergétique semble être au cœur de votre plan stratégique. Est-ce possible de nous dire de quel rôle, de quelle façon Hydro-Québec pourra assurer une transition? Quel sera son rôle? La transition énergétique, on sait, c'est inévitable. Ouais. Donc, c'est pas si elle va arriver, c'est quand elle va arriver. Donc, ça, on a compris ça depuis les dernières années. On a travaillé avec Éric Martel depuis 5 dernières années à s'implanter tranquillement dans cette démarche-là. La transition énergétique, ça a commencé il y a quelques années où on a commencé à mettre des maisons à Shawinigan, à commencer à regarder à l'intérieur des maisons pour qu'on pourrait rendre les maisons intelligentes. Donc, tranquillement, on a appris à travers, avec nos chercheurs à l'Institut de recherche, nos 700 chercheurs qui aiment quand on leur donne des défis de ce type, à développer des maisons intelligentes qui vont réduire la consommation des Québécois. Parce que la première chose qu'on veut faire, si on veut être responsable au niveau environnemental, c'est de réduire notre consommation. Alors, c'était très contre-intuitif, je dirais, au début dans les discussions à l'interne d'Hydro-Québec, mais on s'est lancé là, on sait qu'on est un chef de file dans cette démarche-là. Donc, les maisons aujourd'hui intelligentes qu'on a développées à l'époque à Shawinigan sont devenues notre nouvelle filiale qu'on a développée qui s'appelle ILO aujourd'hui, on a lancé pour faire de l'efficacité énergétique. Donc, mon collègue Éric Filion a déployé ce projet qui est vraiment incroyable, qui maintenant, on a une filiale qui va baisser la consommation. Continuer à électrifier les réseaux autonomes. Même chose, l'équipe de distribution est à travailler à regarder justement les différents réseaux qu'on a qui consomment, on n'a pas à 100% à Hydro-Québec. Tantôt, vous disiez, quand on regarde dans le monde, ils aimeraient ça, ils ne voient pas comment le faire. On l'oublie, Hydro-Québec, qu'il y a des pays dans le monde qui ne peuvent même pas rêver dans 50 ans, dans 100 ans, être comme on est aujourd'hui. Donc, ça nous donne un avantage, mais ça nous donne aussi une responsabilité de continuer à aller chercher, même si c'est un 0.04, un 0.02, d'aller le chercher. Donc, les réseaux autonomes, c'en est une des façons là, qu'on travaille avec les communautés pour trouver. On a déjà installé des panneaux solaires, on a déployé, vous parlez de commercialisation tantôt, on est en train de regarder les batteries, par exemple. On a déployé des batteries, donc ça écrête la pointe, ça réduit notre empreinte justement à déployer des réseaux, donc on peut y contribuer de cette façon-là. Déployer des bornes électriques, je pense on regardait dans l'actualité dernièrement, on voyait la croissance des véhicules électriques. Ça fait des années, l'équipe d'Élise Proulx travaille justement à pousser cet essor-là.
Belle écoute, comme je le disais tantôt, avec les gouvernements pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, mais ça mobilise les Québécois, puis on devient encore des exemples à suivre, non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Donc, cette fierté-là, on doit la prendre, puis je pense qu'on commence tranquillement à comprendre ce qu'Hydro-Québec amène aux Québécois, amène au niveau social, au niveau économique, mais en même temps, on a encore beaucoup qu'on peut faire. Donc, le dernier point, je dirais, c'est les exportations. Oui. Ça rapporte entre 1 et 2 milliards par année, les exportations en termes de revenus. Ça rapporte des profits assez colossaux, quasiment entre 800 et 1 milliard. Donc, on l'oublie. Et ça, on doit continuer de le faire. On a des surplus énergétiques. Donc, pourquoi pas les utiliser, aider nos voisins à décarboner leur environnement. Naturellement, c'est bon pour les prochaines générations. Puis vous dites, il va falloir continuer de s'améliorer. Est-ce que vous diriez que les clientèles, que ce soit les clientèles résidentielles, les clientèles industrielles, en font suffisamment en efficacité énergétique? Parce que quand vous parlez de réduire, j'imagine que vous référez à l'efficacité énergétique. Oui. Puis sinon, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Bien, je pense que ça appartient à tout le monde. Ça commence par nous autres mêmes en tant qu'individus. Quand je regarde juste à la maison, parfois, là, je reviens à la maison puis les lumières sont allumées. On dit à la famille faire attention, moi le premier. Mm-hmm. Donc, c'est important qu'on continue à s'impliquer personnellement par rapport à ça. Ça commence par l'individu. Je pense on regardait un rapport de Pierre-Olivier Pinault dernièrement, l'État de l'énergie. Mm-hmm. Donc, on voit que les Québécois, on est parmi les plus grands consommateurs d'électricité. Donc, cette efficacité-là, pour nous, est importante, autant au niveau individuel qu'entreprise, parce que vous parliez du parquet de transactions tantôt, mais l'économie qu'on fait en tant que Québécois, on se serre les coudes ensemble à faire d'économie d'énergie. Bien, ça, c'est de l'énergie additionnelle qui nous permet non seulement à pouvoir envoyer sur les réseaux voisins, aller chercher encore plus de revenus pour les Québécois. Puis la beauté, c'est quand on réduit notre consommation, ça aide notre propre facture en tant que Québécois. Fait que c'est gagnant pour les Québécois, puis c'est gagnant pour le Québec, donc pour les Québécois, somme toute, à la fin. Donc, c'est vraiment excitant aujourd'hui. De vivre une transition énergétique, ça amène des défis, mais ça amène tellement d'opportunités qu'on peut aller chercher en tant qu'entreprise. Oui, puis les entreprises me disent toujours, on pensait qu'on avait tout fait, puis à chaque année, on en découvre des endroits où on peut s'améliorer. Alors, il y a encore de l'amélioration à faire. Tout à fait. En fait, les technologies, on parle beaucoup de la transition énergétique, tout ce qui est le numérique, la digitalisation. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, Hydro-Québec, on regarde par exemple avec ILO à trouver des moyens, mais c'est sûr qu'on va devoir travailler puis à continuer cette démarche-là, puis regarder avec les entreprises comment on peut travailler justement à augmenter cette efficacité énergétique-là qui va être excellent pour tout le monde. Puis, est-ce que vous avez pu estimer quelle serait la contribution d'Hydro en termes de pourcentage et en termes de mégatonnes pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Là, votre objectif d'ici 2004, parce que votre plan stratégique va jusqu'en 2004. 2024. J'ai dit 2024. 2024. Oui. En fait, on le regarde depuis plusieurs années. On le regarde depuis 1990. On a mis plusieurs initiatives, que ce soit de remplacer certaines centrales qui étaient plus polluantes par d'autres types de centrales. On parle d'environ 5,5 millions de tonnes de CO2 qu'on évite. Donc, c'est quand même l'équivalent d'1,6 million de véhicules. C'est quand même assez important. Mais il y a encore des opportunités qu'on peut continuer à travailler, que ce soit par regarder nos propres flottes de véhicules. C'est des choses qu'on est en train de faire présentement. L'exemplarité d'Hydro. Oui, c'est important. Convertir nos véhicules aussi le plus possible de véhicules électriques. Il faut le faire, en fait, comme je disais tantôt, notre première responsabilité, c'est de diminuer le nombre de véhicules. Souvent, on dit, hey, l'Hydro-Québec roule encore avec des véhicules qui sont pas tous électriques. On les remplace. On a plusieurs véhicules aujourd'hui, mais on veut le faire de la bonne façon. Donc, notre but, c'est d'optimiser puis de trouver des façons de faire cette efficacité-là. On le regarde, je donne juste des exemples concrets. Des fois, nos travailleurs en région vont se rendre dans nos centrales avec leur véhicule personnel. Bien là, on est en train de se questionner, regarder, est-ce qu'on ne peut pas mettre un autobus dans cette démarche-là qui va rassembler tout le monde, Et en fait, ça a des avantages importants aussi au niveau de la santé-sécurité parce que, on a tous c'est un peu plus moins de risques. Donc, c'est des choses gagnantes que souvent, on voit que le côté environnemental, on peut voir qu'il y a des coûts additionnels, mais des fois, il y a aussi des opportunités qu'on peut aller saisir. Donc, c'est très excitant de voir ça. Puis, l'utilisation de l'électricité pour retenir nos entreprises d'ici ou pour en attirer des nouvelles, ça, vous en avez parlé un peu, mais est-ce que vous êtes capable de nous dire un peu quelle serait votre stratégie? En fait,
tout ce qu'on peut faire pour attirer, étant donné qu'on a des surplus, une des façons, c'est de l'exporter. L'autre façon, mais c'est d'attirer des entreprises à venir s'établir au Québec. On le fait avec les centres de données. On a des succès assez incroyables. On a gagné des prix, en fait, des reconnaissances où Montréal, Data Cloud en Europe, qu'on avait gagné le prix, où Montréal a été identifié comme l'endroit sur la planète. On prend notre planète bleue, on la tourne, puis il y a un spot vert qui dit c'est là, c'est le Québec, le spot vert. Puis ils disent que c'est à Montréal et la région, surtout à cause des télécoms, là, il y a toute une question de latence, que c'est à Montréal l'endroit où on devrait venir s'établir. Faire ça, pour nous, c'est sûr que c'est du bonbon. Ça attire des entreprises, des grandes entreprises à vouloir venir s'établir ici. Ça crée un peu comme le gouvernement du Québec veut faire, créer des emplois qui sont payés parce que c'est de la haute technologie. Donc, pour nous, on continue à travailler dans ce créneau-là. Autre démarche qu'on est en train de regarder, c'est de travailler aussi dans des nouveaux créneaux. Si on regarde l'hydrogène, par exemple, c'est des nouveaux créneaux qui sont en train de se développer. Donc, c'est sûr et certain qu'on a intérêt. On a un intérêt pour nous. C'est une transition qui a lieu un peu partout dans le monde. Beaucoup de recherches qui se fait présentement sur l'hydrogène, notamment pour transporter les véhicules un peu plus lourds. Le Japon se lance dans cette démarche-là. Les Olympiques, d'ailleurs, j'ai bien hâte de voir parce que c'est les Olympiques qui vont être basés un peu sur l'hydrogène. Donc, c'est sûr qu'on a un intérêt marqué. L'électrisation, pour nous, de cette ressource-là nous permet de la produire qui va être verte. Et c'est des nouvelles sources. Donc, ça amène des nouvelles entreprises à venir s'établir ici. Pour nos entreprises qui sont déjà ici, mais je pense que on est privilégiés de par les tarifs qu'on a. Donc, combien de serres viennent s'établir ici qui viennent de nos provinces voisines parce que, justement, nos tarifs sont attrayants. Je pense qu'on peut continuer à travailler dans cette démarche-là. Puis nous, en tant qu'Hydro-Québécois, notre responsabilité, les 19 000 employés, 19 700 employés qu'on a aujourd'hui, c'est de continuer à travailler dans nos façons de faire, avec l'efficacité dans nos processus, à se challenger, si je peux utiliser le mot, ensemble pour pouvoir s'assurer que nos coûts à l'interne sont les plus bas possibles pour justement maintenir ces coûts-là pour non seulement les citoyens, mais pour toutes les entreprises québécoises. Et on entend souvent en ce moment dans les médias, on l'entend de vous dans les médias, que Hydro-Québec est la batterie, ou le Québec est la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord. Oui. C'est comme ça qu'on le dit, la batterie? La batterie du nord-est, tout à fait. Comment on explique ça? Pourquoi? Je dis à mon équipe, j'ai rencontré mon équipe dans le mois de novembre, mois de décembre, partout au Québec, je t'avais rencontré. Et je disais, écoutez, si on était quelques entrepreneurs dans une salle, puis on prenait un crayon sur un tableau, on prenait notre crayon sur un tableau blanc, puis on mettrait les attributs sur le tableau de quel genre d'entreprise on voudrait être dans le monde de la transition énergétique en tant que producteur d'électricité. Première chose qu'on dirait, on veut une énergie propre. Deuxième chose, on dirait, notre énergie, on veut la ressource première, qui est l'eau. On en vend en quantité importante. Donc, quand on regarde après ça, on se dit, bien, pour pouvoir la transformer, on va se mettre un réseau des plus fiables qu'il n'y a pas dans le monde. On va rajouter, on va dire, hey, on devrait se mettre une équipe de 700 chercheurs qui va repousser les limites, regarder en avant pour voir c'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des nouvelles technologies. On se mettra une équipe de recherche de 700 personnes qui nous permettent justement d'être à l'affût de tout ce qui se passe. Après ça, on dirait, on va mettre des gouvernements partout, alentour de nous autres, qui veulent se décarboner. Ils vont se donner des cibles de 30, 40, 50 dans les prochaines années, 20, 30, 20, 40, 20, 50. Puis après ça, on va se mettre une nouvelle génération sur le tableau pour dire, on va mettre des nouvelles générations, des jeunes qui marchent dans la rue, qui poussent sur tout le monde pour dire, « Hey, oh, écoutez-nous, il faut qu'on se transforme puis qu'on change nos façons de faire. Si on avait à écrire ça, puis on voudrait partir de notre plan d'affaires, on dirait, hey, on est space un peu, on est dans un autre monde. Mais quand on regarde chez Hydro-Québec, on l'a. On regarde, on a une énergie qui est des plus propres. On a une ressource, l'eau, qui est à des niveaux, nos barrages sont quand même assez, nos grands réservoirs sont remplis. Notre réseau est un parmi les plus fiables. On a des experts. On les a tous. Fait que on a cette fierté-là d'avoir une entreprise incroyable qui est reconnue parfois quasiment plus de l'externe du Québec qu'à l'interne du Québec. Là, moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Puis c'est de la fierté qu'on a à l'interne et comme
parfois pas véhiculé de la bonne façon. À Madrid, des gens citaient souvent Hydro-Québec. Partout où je vois dans les conférences, on est vu comme, un exemple, une sommité. Puis je pense qu'on ne le réalise pas. La batterie du Nord-Est, c'est quoi? C'est ça, la batterie du Nord-Est. C'est de permettre à tous les États alentours de nous autres de pouvoir utiliser notre énergie parce que dans la transition énergétique, il y a des nouvelles ressources qui viennent, que ce soit du solaire ou l'éolien. Il y a l'énergie puis il y a la puissance. Et il faut balancer tout ça. Donc, le soleil, quand il arrive, le vent qui arrive, c'est pas prévisible autant que des barrages. Alors que nous, avec notre réserve, on a des experts ici qui regardent chaque goutte d'eau qui tombe, à quel endroit, qui assure une stabilité, puis pour permettre à être la batterie de tous ces gens-là alentour, que quand ils vont avoir des sources intermittentes, que nous, on est là comme le gardien de but en arrière pour vous permettre d'introduire tout ça, parce que c'est beau de mettre des parcs solaires, c'est beau de mettre des éoliens, mais s'il fait moins 36, puis il n'y a pas de vent, puis il y a 4 pieds de neige, comme nos voisins présentement, à un moment donné, il va y avoir un problème. Donc, la batterie du Nord-Est nous permet d'être un joueur important dans cette démarche-là. C'est ça, la batterie du Nord-Est. C'est une belle image, en tout cas. Je voulais vous parler de biodiversité parce que comme chef de l'exploitation et président d'Hydro-Québec Production, j'imagine le dossier de biodiversité fait partie de vos dossiers. Est-ce possible de nous en parler? Parce que moi, je pense que la biodiversité, c'est un enjeu de la décennie aussi. Oui, effectivement. Puis je parlais de nos 150 experts tantôt. Première chose que je dirais au niveau de la biodiversité, je pense qu'il faut continuer à bien, alors qu'on intervient, Hydro-Québec, on n'a pas le choix. Je parlais tantôt, on a des 1100 projets un peu partout au Québec. On doit assurer la lumière. À un moment donné, il faut qu'elle vienne de quelque part, il faut la produire. Donc, on doit être dans les environnements. On n'a pas le choix, il faut y aller. Puis c'est jamais facile. On essaie d'avoir nos gens avec des relations avec le milieu, de parler avec les municipalités, avec les citoyens. Beaucoup de travail qui est fait par rapport à ça. Alors, il y a des impacts. Il faut les minimiser, continuer à travailler puis à mettre les standards élevés pour minimiser ces standards-là. Comme je disais tantôt, travail que ce soit la faune, la flore, les milieux humides. On a beaucoup, beaucoup d'experts, que ce soit les poissons. Ma journée est vraiment divertissante parce que je peux parler d'un poisson, d'un saumon une journée, d'une conraine de Conrad à un autre moment donné. Donc, on a vraiment des experts qui sont des sommités qui nous permettent justement d'être au-devant, donc de continuer à travailler en amont alors qu'on s'en va dans les projets, s'assurer qu'on fasse le moins d'impact possible pour le milieu pour nous permettre justement d'amener le côté social et le côté économique de développer de l'électricité. Alors, on continue dans cette démarche-là. Deuxième chose, au niveau de la biodiversité, je pense que c'est important de continuer d'apprendre. L'apprentissage est important. On est d'une transition énergétique. Transition, sinon révolution énergétique. Donc, les technologies changent, les moyens changent. Donc, pour nous, c'est important de rester à l'affût de ces nouvelles technologies-là, d'apprendre puis d'être encore en amont, qu'on installe des panneaux solaires pour produire de l'électricité comme on a annoncé. Mais ça amène d'autres réalités. Donc, il faut comprendre, donc continuer d'apprendre, travailler avec l'université, travailler avec des chaires, c'est des choses qu'on est on est tous en train de travailler. Aussi, développer des outils. Je pense que c'est important d'ouvrir des outils qui nous permettent de partager nos bonnes pratiques aussi, autant à l'interne qu'à l'externe. Puis ces outils-là, on peut les bâtir aussi avec d'autres partenaires à l'externe. Je pense que c'est important qu'on mette toutes nos forces ensemble. On a une expertise, oui, chez Hydro-Québec, mais quand même assez grande à l'extérieur d'Hydro-Québec aussi, donc de travailler là-dessus. Puis le dernier, je reviens à la communication. Je pense que c'est le nerf de la guerre, s'assurer que les gens comprennent. Des fois, on rentre dans une discussion, mais on ne voit pas le 360 de ce qu'un Hydro-Québec peut voir. Donc, d'être présent, de parler de des différents enjeux ou opportunités qu'on peut avoir par exemple, des solutions potentielles. Puis je pense d'être à l'écoute aussi. Je pense que c'est important. On a une expertise, mais quand je regarde, même à l'intérieur d'Hydro-Québec, quand on va parler à nos gens directement ou si on va parler aux citoyens, puis on va directement, bien, de comprendre leur réalité aussi. Puis je pense qu'on a fait un beau virage au niveau de tout ce qui est clientèle Hydro-Québec depuis les dernières années. Il faut continuer. Donc, rester proche des Québécois. Puis de partager justement là, l'information. Je peux vous confirmer toute la rigueur, la science, la connaissance, la profondeur de la connaissance de votre équipe. C'est fascinant. On a fait un guide sur la biodiversité. Ces gens-là nous ont beaucoup aidés, mais c'est dans tous les domaines. Vous êtes chanceux, vous avez une équipe très, très rigoureuse, mais beaucoup axée sur la profondeur des connaissances, le partage des connaissances aussi. Ouais. Alors, vous savez, j'ai fait, comme je disais tantôt, ça fait 5 ans que je suis ici.
C'est la chose qui m'a le plus frappé en venant. J'ai fait, puis ça n'enlève rien à toutes les autres entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Le niveau de connaissance des gens d'Hydro-Québec, que ce soit, oui, en environnement, mais à tous les niveaux, c'est une belle fierté. Je peux vous dire que quand on se promène, puis on s'en va dans des séminaires pour représenter ou pour d'apprentissage, on a le torse un petit peu bombé de voir que puis on peut être fier. On peut être fier. Puis on aimerait ça, des fois, transmettre ça aux Québécois. Mais le partage, comme vous dites, des bonnes pratiques aussi, c'est extraordinaire. Tout à fait. Une question avant que nous passions aux questions ludiques. Ma dernière question, plus sérieuse, c'est comment Hydro-Québec peut s'adapter au changement climatique? Bien, en fait, c'est en continu. On est à revoir un peu tout ce qui est de nos pratiques au niveau de la transition énergétique, des chamboulements qui se passent au niveau de l'environnement. Et c'est très large. C'est très, très large. On fait face à des vents, des vents qui sont de plus en plus de travers. Donc, ça amène des défis aux équipes, autant aux équipes de distribution, les équipes de transport, l'ADLAS pour nos grandes lignes de transport. Donc, l'équipe de transport travaille très fort justement à minimiser ces impacts-là aujourd'hui, mais on regarde à plus long terme. Au niveau de la production, la gestion de la crue, ça amène des défis. On voit des crues qui arrivent une fois par 1000 ans l'année passée sur certaines rivières. Donc, on est à se questionner par rapport à ça. Mais ça va encore plus loin que ça. Ça va jusqu'aux moustiques. Les températures commencent à changer. Donc, on n'en aura plus? Bien, on risque d'en avoir, mais il risque d'être différent. Donc, ça a des conséquences. Fait qu'il faut penser qu'à Hydro-Québec, à la journée, nos travailleurs s'en vont dans des milieux forestiers pour une grande partie de leur temps. Donc, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Les hausses de température, les impacts sur nos lignes. Donc, cette température a des impacts. Donc, comment on commence à travailler là-dedans? Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites. Et là, on veut continuer à accélérer cette démarche-là pour le prendre vraiment de façon plus large. On travaille avec des organismes comme Ouranos, avec des firmes externes pour nous aider justement à faire face à ça. On n'est pas seul dans cette démarche-là. Quoiqu'on a un milieu un petit peu particulier avec le Québec et nos hivers assez rigoureux, donc parfois rigoureux, mais ça change beaucoup, là, on le voit là. Donc, pour nous, c'est du quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui, autant il y a une transition énergétique, il y a une transition climatique. Et les deux vont venir ensemble où on va devoir travailler. Qui ont des impacts, des répercussions sur vos travailleurs aussi, santé et sécurité. Bien, sur les travailleurs et sur les Québécois, naturellement, de facto. Là. Nos travailleurs, c'est important. On regarde les pannes, travaillent de longues heures pour être capable, justement, nous, on est dans notre confort, on est bien à la maison, mais en attendant, il y en a qui sont dehors pour, justement, ramener le confort à tous les citoyens. Et nous terminons toujours nos balados avec 5 questions plus ludiques. La première étant, quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Je dirais génération future. Ah, c'est beau! Je pense que je regarde ma fille qui nous amène à une autre étape. J'ai été à la génération où le bac vert, on allait le porter au bout, puis qu'on va commencer avec le petit bac vert par carré. Là, on a plusieurs bacs, puis je pense que les générations futures nous propulsent là-dedans, qu'on regarde les marches qui se sont produites un peu partout dans le monde, et ici au Québec. Je pense que ça va être certainement un catalyseur là, pour accélérer nos comportements puis les changer. Je pense que déjà aujourd'hui, si on regarde juste dans les derniers 2 ans, je pense qu'on a été encore plus conscientisés en tant que citoyen, mais en tant que leader aussi de grandes entreprises. Puis je pense que c'est le mot qui me touche le plus. Et quelle serait la personne qui vous inspirerait le plus en développement durable? Bien, il y a plusieurs personnes, mais je voulais rester au Québec. Philippe Domsky, je pense que c'est une des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est impliqué au Québec à l'énergie, à consommation, donc un peu être une référence, je dirais, pour nous guider. Puis je pense qu'il joue un rôle assez important. D'un autre aspect, mais Pierre-Olivier Pinault des HEC qui aussi brasse un peu le cocotier. Donc, c'est important qu'on ait des leaders comme ça qui ont une grande expertise pour continuer à faire réfléchir notre jeunesse, mais aussi les experts comme ça. Je pense que ça nous amène dans un écosystème là, où il va y avoir plein de solutions potentielles. Puis, je peux me douter peut-être de votre réponse, mais on ne sait jamais. Quelle serait la plus grande fierté pour le Québec en développement durable?
Mais je suis biaisé, oui, c'est un peu douteux, mais écoutez, moi comme je disais, je ne connaissais pas Hydro-Québec avant de venir. Je connaissais parce que je payais ma facture, de le découvrir, aux quatre coins. J'ai eu la chance de toucher plusieurs rôles chez Hydro-Québec. Je ne peux pas dire autre chose qu'Hydro-Québec qui est là depuis 75 ans, au cœur des Québécois. Hydro-Québec se rend à chaque maison avec un fil qui se rend à notre maison pour nous permettre d'avoir notre confort, d'avoir toutes les technologies, puis de pouvoir en profiter. On regarde l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années. Depuis les 100 dernières années, il y en a eu des transformations. Quand on pense à la télévision, les radios, les laveuses, les sécheuses, on regarde toutes les voitures, les ordinateurs. Donc, tout ça, au bout, il y a une base commune qui est, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de ça qui fonctionne. Donc, je suis biaisé, mais c'est Hydro-Québec. Mais beaucoup de personnes qu'on a interviewées nous ont dit que c'était l'électricité. Je suis content d'entendre ça. Sur une échelle d'1 à 10, où vous pensez que le Québec en est en développement durable? Je pense qu'on est... je dirais qu'on est peut-être à 6. Dans le sens... Bien, je pense qu'il y a beaucoup qui a déjà été accompli. Je ne peux pas ignorer 75 ans de travail qui était là. On le prend pour acquis. Fait que je peux pas le prendre, oublier toute cette partie-là qui nous a permis. Nos prédécesseurs nous ont permis de porter le flambeau puis de continuer. Mais je pense qu'il y a encore énormément de potentiel. Je regarde, on est seulement à 35 de la consommation énergétique au Québec, c'est de l'électricité. Fait qu'il y a encore du potentiel énorme. Je pense qu'on peut être au Québec un modèle à suivre, comme je le disais tantôt. Sur la petite planète bleue, s'il y a une place dans le monde qu'on a tous les attributs pour être des leaders, c'est au Québec. Il y en a pas. Il y en a plusieurs des pays scandinaves qui ont certainement fait de belles choses, mais honnêtement, on n'a aucune raison pour être pas les leaders dans le monde au niveau environnemental. Puis je pense qu'on se met en mouvement. Je regarde les transitions au niveau des véhicules, les autobus. Je pense qu'il y a un mouvement. Je suis allé avec un de mes collègues en Californie. J'arrive là, puis je vois tous des autobus électriques. Je me dis, OK, comment se fait qu'on n'a pas ça? Là, on voit le mouvement qui commence à prendre. Fait que je pense que c'est encourageant. Fait qu'il y a encore beaucoup de place où on peut y contribuer, puis on peut être un joueur important là-dedans. Et notre dernière question, c'est entre un arbre, une plante ou un animal, si la réincarnation existe, en quoi souhaiteriez-vous vous réincarner? Ouais, ben, il y en a un qui se disait peut-être pas, mais je vais dire pareil. Je vais prendre la plante. Je vais choisir un des deux. Fait que la plante, ça serait le cactus. Oui, bien oui. Le cactus qui optimise... C'est la durabilité. Sa durabilité. Ça optimise vraiment tout. Puis je pense que ça prend des petites épines pour nous permettre un peu de réfléchir puis de faire attention à ce qu'on a de si précieux puis qu'on prend pour acquis. Et l'autre, c'est trop facile, mais c'est le castor. Ah oui, oui! Oui. Parce que le castor est quand même un modèle pour Hydro-Québec. Donc, il construit ses barrages. Pourquoi? Bien, pour protéger sa famille, ça prend une agilité. Il faut qu'il soit capable de s'ajuster aux différentes conditions, aux différentes rivières. Il fonctionne autant d'été que d'hiver, donc ça lui permet de passer à travers les 4 saisons. C'est un peu la réflexion. Je pense que quand je regardais, ça peut juste être le castor. Puis je pense qu'on peut avoir de grandes dents. Je pense qu'on peut voir grand, comme notre plan stratégique le dit. Je pense qu'on est capable de voir grand avec notre énergie propre, qui est la thématique de notre plan stratégique. Très fier de ce qui est accompli, puis très fier de ce qu'il y a devant. C'est très amusant. Puis en même temps, c'est une belle analogie. Je veux vous dire merci beaucoup. Je peux comprendre quand vous dites c'est effervescent, c'est vraiment palpitant pour vous de travailler avec votre équipe qui est très structurée, rigoureuse. Merci, félicitations, puis bonne continuité avec votre plan stratégique. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.